Sospecha fatto è il circo, la sypał się pod kątem, sesnie się pod i bokopek. Hasło mogło desk. Bezwzględnie. A dziś o jak banan pękł, jak się pepsienko, ty dosyć głupio, do uszkodziło, się wywrotowała, prawą nogę złamała, wytałem w ogóle i udaje To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Władysław Broniewski, Ballade et romance. Poème écrit en 1945. Écoute, jeune fille. Elle n'écoute pas. C'est le plein jour, c'est les villages. Pas des villages, pas âmes qui vivent. Rivka, nue et rousse, court dans les ruines. Une enfant de 13 ans. Des gros Allemands dans un gros char sont passés. Sauve-toi, Rivka. Maman sous les ruines. Papa à Maïdanek. Elle a ri, virevolté, disparu. Et un bon pote de Loubartov est passé. Tiens, Rivka, ce petit pain, à ta santé. Elle l'a pris, l'a mordu, de sa dent blanche a souri. À papa et à maman, j'irai le porter. Un paysan est passé, a jeté une petite pièce. Une vieille est passée, a donné aussi un petit rien. Beaucoup de monde est passé, beaucoup, étonnés tous qu'elle soit nue et rousse. Et le Seigneur Jésus, souffrant, est passé. Les SS l'amenaient au calvaire. Ils les ont mis tous les deux dans le champ et ont ensuite empoigné des carabines. Écoute Jésus, écoute Rivka, Zioden, pour cette couronne d'épines, pour ces cheveux roux, parce que vous êtes nus, parce que nous sommes coupables, vous devez mourir tous les deux. Et l'on entendit l'Alléluia en Galilée, et l'un après l'autre, ils s'angélisaient. Retentit ensuite une salve sourde. Écoute, jeune fille, elle n'écoute pas. Je vais commencer peut-être par une prière à l'intention de mes proches et mes amis morts. Et à ma propre intention, bien sûr. Ma prière, pratique et cohérente, ressemble à un ultimatum larmoyant. Énormément d'exigences et peu de courtoisie. Lorsque j'ai pris, un essaim de pensées blasphématoires se met à bourdonner autour de ma tête. Je les chasse avec l'empressement, bien qu'elles me permettent de mesurer ma modestie de mon savoir par rapport à cet ancien édifice d'actions religieuses dressées par les hommes au cours de leur histoire, d'une histoire qui fut tour à tour sombre et lumineuse, noble et cruelle. Je fais ensuite d'interminables signes de croix pour chasser par ces gestes rituels les mauvaises pensées, les tentations et les esprits maléfiques. Je suis libre, l'un des rares à vivre encore dans un trap de ce pays de captivité transparente, d'une captivité recouverte grossièrement d'un mince vernis de modernité. Je luttais longtemps et pacifiquement pour la sauvegarde de cette liberté dite individuelle. Je luttais contre les tentations, les ambitions, les appétits qui nous font courir à l'aveuglette vers des sortes d'abattoirs modernes où on l'égorge à dignité humaine. L'honneur et l'autre fantaisie du même genre depuis longtemps passés de mode. Je suis libre et seul. Finalement, ce n'est pas trop cher payer ce petit luxe, d'autant que je me offre pour un tout dernier parcours, alors que le but est déjà visible à l'œil nu. Ma liberté est toute anonyme. Mes envols et mes succès, mes chutes et mes échecs voguent au loin à bord de corvettes invisibles. Mes films et mes livres sont en sécurité au fond de quelques coffres secrets. Libre, je garde l'anonymat. En février 1958, j'ai atterri à Orly avec 8 $ en poche. J'avais 24 ans. J'étais l'auteur d'un tome de nouvelles éditées et de 2 livres qu'on ne voulait pas publier. Quelques semaines avant de quitter Varsovie, on m'avait décerné le prix des éditeurs. Et dernière chose, on disait de moi que j'étais un homme fini.
On avait décrété que je n'écrirais plus jamais rien. Comme je l'ai dit, j'avais 24 ans. Ceux qui m'avaient enterré en vrai fossoyeur avaient une trentaine d'années de plus que moi, voire davantage. Adolf Rudnicki a écrit quelque part que le mouvement littéraire le plus en vogue en Pologne était le laminage et la destruction. Ce même Adolf Rudnicki m'a posé une question lors de la publication de mes premières nouvelles. « Est-ce que vos camarades disent déjà de vous que vous êtes un homme fini ?»« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que lors de l'apparition de mon premier livre Léra, j'ai croisé Karol Iżekowski qui m'a posé exactement la même question. Lorsque je suis descendue de l'avion à Orly, je pensais retourner à Varsovie au bout d'un an ou plus. Aujourd'hui, je sais que je ne reviendrai plus jamais en Pologne, et tout en écrivant cela, je sais aussi que j'aimerais me tromper. Pendant plusieurs années, je n'ai pas parlé polonais. Ma femme est allemande, tous mes amis sont américains ou suisses, et je m'aperçois avec effroi que je me suis mise à penser dans une autre langue et que je traduis dans la mienne. Je sais que cela signifie ma fin. Mes fossoyeurs varsoviens ne s'étaient pas trompés. Dans ce métier, on se trompe rarement. Je n'ai jamais confié à personne les raisons qui m'ont incité à rester à l'Ouest. À l'époque, interrogée par les journalistes, j'avais fait les réponses les plus bêtes possibles et ils avaient fini par me lâcher. Je ne pouvais pas leur dire pourquoi j'avais quitté mon pays, car je ne l'avais jamais quitté. Witold Gombrowicz, journal, tome 1, 1953, vendredi. Giedroyć veut que je réponde à l'article sur les avantages et les inconvénients de l'exil, publié par l'écrivain roumain Cioran. J'ai précisé dans ma réponse mon opinion sur le rôle de la littérature en exil. Les paroles de Cioran respirent le froid humide des caves et le renfermé des tombeaux, mais elles sont bien trop mesquines. En effet, de qui s'agit-il? Qui nous faut-il comprendre dans la définition d'écrivain exilé? Adam Mickiewicz? Adam Mickiewicz a écrit des livres, et M. X en écrit aussi. Des livres honnêtes, ma foi, corrects, et même ayant une belle audience. Tous les deux sont écrivains. Et notons-le bien, écrivains en exil. Mais la comparaison s'arrête là. Rimbaud, Norwid, Kafka, Słowacki, autant d'hommes, autant d'exils. Je crois qu'aucun d'entre eux ne serait effrayé précisément par ce genre d'enfer. Il est certes fâcheux d'être privé de lecteurs, fort désagréable de ne pouvoir éditer ses ouvrages. Il n'est sûrement pas doux d'être inconnu, et il est on ne peut plus triste de se voir privé des secours de ce mécanisme qui vous pousse à la surface, fait votre propagande et organise votre célébrité. Mais n'oublions pas que l'art est chargé et nourri d'éléments de solitude et de parfaite autonomie. C'est en lui-même qu'il trouve sa satisfaction et sa raison d'être. Une patrie, mais tout homme éminent, du simple fait de son éminence, est un étranger, même à son propre foyer. Des lecteurs, ces écrivains n'ont jamais écrit pour des lecteurs, toujours contre eux. Honneur, succès, retentissement, célébrité, ils sont devenus célèbres parce qu'ils ont su estimer eux-mêmes, parce qu'ils ont su s'estimer plus haut eux-mêmes que leur succès. Ainsi, tout ce que chaque homme de lettres, fût-il de plus petit format, a de commun avec Kafka, Conrad ou bien Mickiewicz, ce qui fait son véritable talent et sa supériorité ou sa réelle maturité, tout cela ne saurait en aucune manière tenir dans la cave de Cioran. Elle faisait comme un bruit de mer, ces voitures d'américaines aux dimensions surnaturelles qui s'écoulaient entre des taudis à 1 ou 2 étages, le long d'une artère pompeusement appelée boulevard. Les publicités explosaient, criardes, sur la route, au-dessus des taudis. Tout s'envolait vers le ciel. Les alcools multicolores, les torses trop virils des hommes, les hanches et les cuisses des femmes, les visages américains tellement sains qu'ils en devenaient irréels. En revanche, les visages sombres et fatigués des clients ressemblaient, dans la lumière des néons, à des visages de damnés. Et dans ce liquor store, debout, derrière le comptoir, j'avais l'impression d'être descendu aux enfers, dans un enfer moderne, du XXe siècle, du XXIe siècle. Mon beau-père me demandait souvent de passer quelques heures avec lui.
Il m'offrait des canettes de bière qui sortaient d'une armoire de verre réfrigéré. Il me fourrait dans la poche des cartouches de cigarettes, des paquets de chewing-gum, des gâteaux sous vide, des magazines avec des filles nues. Les photos de l'époque étaient plus discrètes et donc plus érotiques que la pornographie libre d'aujourd'hui. Il voulait me payer pour ces quelques heures de présence, surtout le matin, mais je ne voulais pas rester. Je considérais ça comme du temps perdu. Il se levait avant tout le monde et partait le premier. Il préparait tout seul son petit déjeuner et emportait une thermos de café, des sandwichs et des fruits pour le lunch qu'il prenait derrière son comptoir. Il travaillait 7 jours sur 7 et se reposait uniquement le jour des élections, lorsque les magasins de spiritueux étaient contraints par la loi de fermer. Il se levait avant les plus pauvres des Noirs, qui passaient chez lui avant d'aller au travail ou avant d'aller en chercher, bref, avant d'accomplir tout ce qu'il n'aurait pu faire sans passer par le liquor store. Il essayait aussi d'arriver là avant les femmes mexicaines qui emportaient au travail du junk food emballé dans des sachets de cellophane. Seules les prostituées qui avaient travaillé toute la nuit étaient là avant lui et l'attendaient devant la porte. Tout un pays, c'est un pays désarmé, innocent, vaste, découvert, mou, docile, enfermé, ouvert, saisissant, notre vie éternelle, et il y a dedans tant de projectiles d'éclats, tant de couteaux, de baïonnettes, de lances, des flèches. Nos ventres virils sont remplis de ferraille, et une autre encore plus pauvre, encore plus volumineux. Il y a de nombreux corps étrangers, des instruments supplémentaires, des membres, des enfants, novembre, toi, pauvre mule, ce sont de véritables moulins, de grands poèmes blancs, ce sont de grandes molles chaudes, miches de pain, des nouveau-nés en crème chantilly. L'homme devrait porter un bouclier sur son ventre, le ventre devrait être soumis à la protection internationale, il devrait être protégé contre tous les coups venant d'en bas, d'en haut, de droite ou de gauche. Toute humanité est un ventre, puissant, chaud, ridé comme une figue, tendu comme un tambour de guerre. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils pensent des ventres, les généraux. Ils ne parlent jamais de ventre, que des vieillards, des femmes et des enfants. Remarquez, monsieur, les discours des généraux parlent de boucliers, de parapluies, de glaives. Ils parlent de revanche, du coup écrasant, de l'arme testinucléaire. Cependant, tous leurs projectiles, fusées, inventions, que leurs testicules éclatent, se sont orientés vers les ventres, doux, blancs, découverts, étendus, inoffensifs, aveugles, ventre de femme, ventre de la terre, mère. Pour se rendre à la réunion avec les représentants des partis, il avait pris le tramway. C'était la première fois depuis sa sortie du ghetto qu'il prenait le tramway. Il lui arriva une chose terrible. Il désira ne plus avoir de visage. Non pas par crainte d'être remarqué et dénoncé, mais parce qu'il sentait qu'il était noir et répugnant, sorti tout droit de l'affiche « Juif, poux, typhus ». Les gens autour de lui avaient tous des visages rayonnants de clarté. Ils étaient beaux et tranquilles, conscients de leur apparence et de leur beauté. Il est descendu à Joliborge, dans le quartier pavillonnaire. La rue était déserte, seule une vieille femme arrosait les fleurs dans son jardin. Elle le regarda à travers le grillage, alors il s'efforça de marcher comme s'il n'existait pas, comme s'il voulait occuper le moins de place possible dans cet espace ensoleillé. Aujourd'hui, on a montré Kristina Kraelska à la télévision. Elle aussi avait des cheveux blonds. Elle avait posé pour la statue de la sirène de Nietzsche, écrit des poèmes, chanté des complaintes. Elle mourut dans l'insurrection de Varsovie au milieu des tournesols. Une dame a évoqué son souvenir. Elle l'aurait vue courir à travers les jardins, si grande que même baissée, elle n'arrivait pas à se cacher dans les fleurs. C'était par une belle journée d'août. Kristina attacha ses longs cheveux blonds tirés en arrière, écrivit quelques strophes de « Soldat, baïonnette au fusil ». Soignait un blessé et courut à travers l'espace ensoleillé. Quelle belle vie et quelle belle mort. Une mort vraiment esthétique. Voilà comment il faudrait mourir, mais il n'y a que des beaux gens, des gens beaux et radieux pour vivre et mourir ainsi. Les affreux noireaux meurent sans grâce, dans l'impôt et dans l'obscurité. La dame qui évoque le souvenir de Kraelska a bien une tête à pouvoir cacher quelqu'un. Elle n'est pas maquillée, pas bien coiffée, elle a sûrement des hanches trop larges, cela ne se voit pas à l'écran, et fait des randonnées à la montagne, le pull noué autour de la taille. Son mari pourrait très bien ignorer qu'elle cache quelqu'un. Il suffirait de faire attention et d'éviter d'occuper les toilettes l'après-midi, entre 15h30 et 16h. Il a l'estomac bien réglé et
et va au cabinet dès qu'il rentre avant même de déjeuner. Czesław Miłosz, toi qui as fait du tort à l'homme simple, en éclatant de rire devant sa détresse, entouré d'un groupe de bouffons, confondant le bien et le mal. Même si tout le monde s'incline devant toi, t'attribuant vertu et sagesse, forgeant des médailles d'or à ta gloire, content d'avoir vécu un jour de plus. Ne te crois pas en sécurité. Le poète s'en souvient. Tu peux le tuer, un autre poète naîtra. Les actes et les paroles seront inscrits. Meilleur serait pour toi, par une aube hivernale, la corde et la branche pliées sous le poids. Le rescapé. J'ai 24 ans. Je suis un rescapé de l'abattoir. Sans vide, sans équivalent, homme bête, amour, haine, ami, ennemi, ombre et lumière. L'homme se tue aussi facilement qu'un animal. J'ai vu des fourgons d'hommes dépecés qui ne trouveront pas le salut. Gros mots, vous n'êtes que des mots. Vertu et vice, vérité et mensonge. Beauté et laideur, courage et lâcheté. Autant pèse la vertu que le vice. J'ai vu un homme être à la fois vertueux et criminel. Je cherche un maître à vivre et à penser, qu'il rend la vue, lui, et la parole, qu'il nomme à nouveau les choses et les concepts, qu'il sépare la lumière de l'ombre. J'ai 24 ans, je suis un rescapé de l'abattoir. Nous, la génération grande ouverte d'après-guerre, sains de corps et en pleine santé, nous lisons Sartre et les annuaires téléphoniques. Nous réfléchissons attentivement sur tous les tremblements de terre. Nous, la génération d'après-guerre couvée dans les pots de fleurs tranquilles. Issus des chiffres non controversés des statistiques, inaudibles dans les vacarmes du commencement, souffrant d'insomnie et semblables aux papillons de nuit, appelés à une grande concentration. Une porte rouillée mène à nos jours, et aussi l'escalier qui a survécu à l'éleveur de canaries. La chute d'eau des pas, l'enterrement avec l'orchestre et le cri des casseroles cassées. Nous descendons lentement, très lentement, avec le sérieux de l'arbre. Il est peut-être 7 heures, le jour mûrit trop précisément et parfois prend le goût de la pomme pourrissante. Les gens les plus divers sortent en courant, de l'escalier, des porches, des hôtels, des bouches, ici et là. Les pensionnaires du monde aliénés jusqu'au cou, ils maudissent, ils s'arrêtent quand ils sont payés dans les parkings. Nous envions ceux qui, en chaussures montantes à lacets, sont passés à la guerre. Nous envions les nuits passées en économisant, morceau par morceau, au milieu des casques fatigués. Nous envions les feux de camp comme des feux d'artifice portés aux lèvres, au milieu d'émois vulgaires, le fait d'être sauvé subitement. Ce matin-là, on chassait la peur hors de la ville sur une brouette, et on balayait les balles. Bien que les tremblements ne sont pas encore refroidis sur les visages, on a recollé avec la fanfare ruines et libération, et les murs blessés se redressaient en entendant l'hymne national. Les gens applaudissaient pour la liberté, les portes s'ouvraient, sous les porches les femmes accouchaient. De nous, les enfants de la fête, conçus encore avant l'aube, réfractaires aux douleurs du corps, libérés du bruit des larmes. Avec notre naissance, on a rendu les honneurs aux morts, et la mémoire transpercée par les balles est déjà portée par nous. Seuls les petits objets facilement transportables en cas de fuite acquéraient une confiance hautaine en eux. Les blaireaux, les rasoirs et leurs étuis de cuir, les pierres d'Alain, les savons ronds, les boîtes métalliques contenant de la poudre dentifrice Vera, les flacons d'eau de Cologne à miel. Les serviettes moelleuses, difficiles à enrouler, s'éteignaient honteusement dans un coin de salle de bain. On leur préférait la beauté froide des draps de toile dans lesquels on pouvait facilement confectionner des bandages bien utiles pour contenir les hémorragies.
Le manteau en épaisse laine verte, plié en 4 et oublié au fond de l'armoire dans la grande pièce aux 12 rues de Gasse. Ce manteau démodé et détesté qu'Annelise Laiman s'était tant de fois refusé à porter sous prétexte qu'il la vieillissait, se réveillait peu à peu avec la promesse du salut quand, sur le seuil de la porte enfoncée de l'appartement, se tiendraient des hommes aux uniformes noircis par la poussière et la suie. Pourtant, aucun de nous ne disait encore « Annelise, cesse de bouder. C'est une chose d'avoir un tel manteau vieux et sale, taché par du pétrole, trop large au niveau des épaules, trop long aussi, qui te donne un air minable et te fait paraître au moins 10 ans de plus. Oh le cœur, Annelise, ne sois pas fâchée. Ce manteau veille sur toi. Il s'inquiète de ton sort, alors que toi, petite ingrate, tu souhaites le déshonorer en le jetant sur le tas de haillons du fourgon de Johann Litz, qui s'arrête parfois devant chez toi afin de ramasser les vieux vêtements pour l'usine de papier de Marienwerder. Comment oses-tu, Annelise? Les grosses pièces d'or, les alliances, les bagues, les chaînes, les croix, les dollars en or, les genêts de 5 roubles, les outils en argent, les florins de Danzig, les médailles frappées par la ville à l'occasion des visites royales conservaient leur pleine sérénité. Leur salut était assuré. Ils se recousus dans des cols ou parcourraient des centaines de kilomètres endormis dans le creux d'un talon après avoir été enveloppés dans du coton afin d'étouffer leur tintement à l'approche de la mort. La canne en bambou de M. Rothke sommeillait dans le porte-parapluie à l'entrée du 4 Jopengasse, certaine que le moment venu, elle engloutirait des rouleaux de pièces de monnaie qu'elle feutrait par un tampon d'étoupe. Indifférents à tout, les couteaux de cuisine toquaient contre les planches à découper avec une résignation vide. Les lames effilées avaient un avenir incertain. Emporter sur soi, c'était attirer la mort. En revanche, les instruments inoffensifs, au bourron, étaient assurés de pouvoir converser avec les légumes bien des années encore. Au fond des tiroirs, les cuillères et les fourchettes en fer blanc dormaient d'un sommeil profond, prêts à affronter le froid glacial durant des jours et des nuits dans la tige de n'importe quelle chaussure. Dans l'évier de Mantenbach au 29 Breitgasse, les assiettes en métal, remisées durant des années au fin fond de la cuisine, adressaient d'ironiques grincements à la porcelaine de Saxe, laquelle, derrière les vitres cristallines de la crédence, répondait à ses invectives avec l'éclat hautain du cobalt et de l'or. La montre. Tant qu'il n'y a dans la montre qu'une seule fourmi ou 2 ou 3, tout est normal et rien ne menace notre temps. Au pire, on donne la montre au nettoyage, ce qui est absurde d'ailleurs. Si les fourmis s'installent, il est impossible de les faire disparaître. Elles sont invisibles à l'œil nu, rouges et très voraces. Après un certain temps, elles commencent à se multiplier très rapidement. On peut dire d'une façon imagée que nous portons à notre poignet non plus une montre mais une fourmilière. Nous prenons au travail des mâchoires voraces pour des tic-tac. Dans la recherche de la nourriture, les fourmis pillent les veines. Le soir, nous secouons des plis de notre linge les boules rousses de notre sang. Quand le travail des fourmis est terminé, la montre s'arrête en général, mais on peut la léguer à nos enfants, alors tout recommence. Le lendemain, il y avait dans la petite ville une assemblée officielle. Notre jeune homme se retrouva lui aussi, par hasard, dans la salle baiement décorée de fleurs en papier. Lorsqu'il avait pris congé de sa femme, celle-ci avait fondu en larmes et s'était opposée à ce qu'il prît la charrette pour se rendre dans la ville au district. Mais il amenait avec lui le directeur de l'école et l'on oublia même le moment de la séparation lorsque l'orchestre entonna en préambule « Nous construisons une nouvelle maison ». S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut en parler, dit ensuite avec insistance le président. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Le jeune campagnard, qui se tenait près de la porte, écoutait attentivement. Il était réceptif à tous les appels et était sincère de nature. « Moi !» s'écria-t-il. « Je veux parler. » Ils lui demandèrent son nom et son origine sociale. « Paysan !» dit-il. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ils tendirent le cou
pour bien le voir monter à la tribune. Le journaliste de la ville, du district, qui dormait, la tête appuyée au dossier de sa chaise, sursauta instinctivement et se réveilla. À la tribune monte un militant paysan. Écrivit son crayon qui courut sur le papier. « Qui est-ce » demanda un intervenant en se penchant vers le directeur. « Un charretier » retorqua l'autre. « Je n'ai aucune idée de ce que lui a pris. » « Mais mon brave, dit le responsable en félicitant le directeur local, c'est un vrai paysan. » En chair et en os. L'orateur s'appuya des deux mains au pupitre, parlait devant une foule si nombreuse, représentait pour lui un grand effort. Il ne trouvait pas cela agréable, mais il ne se dit à aucun moment qu'on aurait pu prendre à la légère l'appel du président. Il déclara donc « Moi, j'y connais pas grand-chose à tout ça, mais je voulais quand même demander comment ça se fait que dans le village, il n'y a pas de clous ni de tuiles. On sait bien qu'il y a des clous et des tuiles qui arrivent dans le district. Mais on dirait que pour eux, ça fait trop loin pour jusque chez nous. Et pourtant, chez nous, les gens ont besoin de clous et de tuiles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. » Après, n'eut-il terminé que quand on l'applaudit, à tout rendre supérieur hiérarchique, intervenant cria « Bravo !» Le journaliste, penché sur son bloc-notes, comme un chevalier sur l'encure de son cheval lancé au galop, écrivit « Ce vieux combattant !» Le responsable rouge de plaisir monta avec empressement à la tribune. « Camarades !» s'écria-t-il. « Nous remercions chaleureusement le camarade paysan qui, par ses paroles courtes et paysannes, a pris part à notre assemblée. »« Bravo, bravo !» interrompirent les auditeurs. L'émotion était générale. « Vous abattez un sacré boulot dans le pays profond, camarade, » dit le responsable au directeur local en lui tapotant l'école. On entendait par-ci, par-là l'international. Le jeune orateur reprit sa place près de la porte. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait eu tous ces bravos. Le problème des clous et des tuiles lui paraissait sérieux. Or, plus personne n'en parla au cours de l'assemblée. Le programme se termina par des poèmes récités par des fillettes vêtues du costume cracovien. Dlaczego twój niepokój tak obraca się wokół wyrazów? Niepodległość, wolność, równość, braterstwo. Polska od morza do morza. Bezrobocie, podatki. Gazeta wyborcza. Et pourquoi Anielewitch était-il le commandant? Il en avait très envie, alors nous l'avons choisi. Il y avait quelque chose de puéril dans son ambition, mais c'était un garçon doué, avide de lire et très actif. Avant la guerre, il habitait le quartier de Soletz. Sa mère y vendait des poissons. Quand il lui en restait, elle l'envoyait acheter de la peinture rouge pour teindre les ouïes afin qu'ils paraissent frais. Il avait toujours faim. Quand il est arrivé chez nous de Zaglebier, on lui a servi à manger. Il cachait son assiette avec sa main de peur de se la faire enlever. Il débordait d'une énergie juvénile, d'enthousiasme, mais il n'avait encore jamais vu de grande rafle. Il n'avait jamais vu comment on chargeait les gens dans les wagons de l'Umschlatzplatz. Et ça, voir 400 000 personnes envoyées au gaz, ça peut vous briser. Le 19 avril, nous ne nous sommes pas rencontrés. Je ne l'ai revu que le lendemain. C'était déjà un autre homme. Célina m'a dit, « Tu sais, ça l'a pris hier. Il est resté là à répéter. On va tous y passer. » Il s'est animé juste une fois, lorsque nous avons reçu de l'armée de l'intérieur un message selon lequel il fallait attendre dans la partie nord du ghetto. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait au juste. D'ailleurs, ça n'a pas marché, car le garçon qui y est allé s'est fait prendre et ils l'ont brûlé vif, rue Mila. Nous l'avons entendu hurler toute la journée. Crois-tu que cela puisse encore impressionner quelqu'un, un garçon brûlé vif, après 400 000 brûlés? Je crois qu'un garçon brûlé vif est plus impressionnant que 400 000 brûlés, et 400 000 plus que 6 millions. Alors, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait au juste? Anielewitch croyait qu'ils allaient nous envoyer des renforts. On a pourtant essayé de lui expliquer. Laisse tomber, il y a un terrain vague à traverser, nous n'y parviendrons jamais. Tu sais quoi? Je pense qu'au fond, il croyait qu'il y avait une chance. Évidemment, il n'en avait jamais parlé, bien au contraire. « Nous allons à la mort !» criait-il, « on ne peut plus reculer, nous mourrons pour l'honneur, pour l'histoire. » Le genre de choses qu'on dit dans ces cas-là. Mais aujourd'hui,
Je crois qu'il a toujours nourri une sorte d'espoir enfantin. Il avait une petite amie, une fille radieuse et douce. Elle s'appelait Mira. Le 7 mai, il est venu chez nous avec elle, rue Francis 34. Le 8 mai, rue Mila, il l'a tuée avant de se tirer dessus. Jurek Wilner a crié « Mourons ensemble !» Loutek Roblat a abattu sa mère et sa sœur, puis ils se sont tous mis à tirer. Quand nous y sommes arrivés, il n'en restait que quelques-uns de vivants. 80 s'étaient suicidés. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, nous a-t-on dit par la suite. Le peuple a péri, ses soldats ont péri. Une mort symbolique. Toi aussi, tu dois aimer ce genre de symbole, non? Il y avait une fille avec eux, Ruth. Elle s'est tirée 7 balles avant de succomber. Une grande fille superbe, avec une peau de pêche, mais elle nous a gaspillé 6 balles. À cet endroit, il y a maintenant un square, un tertre, une dalle, une inscription. Quand il fait beau, les mères y promènent leurs enfants. Les amoureux viennent s'y abriter le soir. À vrai dire, c'est une fosse commune. On n'en a jamais déterré les os. Tu avais 40 soldats. L'idée de vous tuer comme eux ne vous a-t-elle jamais effleuré l'esprit? Jamais. Il ne fallait surtout pas le faire, même si c'est un très beau symbole. On ne sacrifie pas sa vie pour des symboles. Je n'avais aucun doute à ce sujet. En tout cas, pas durant ces 20 jours. Je pouvais casser la gueule à un type qui se mettait à semer la panique. D'ailleurs, j'étais capable d'un tas de choses à l'époque, comme perdre 5 hommes au combat sans le moindre remords, aller dormir alors que les Allemands creusaient des trous pour nous faire sauter. Je savais qu'il n'y avait rien à faire à ce moment-là. C'est seulement vers midi, quand ils sont partis déjeuner, qu'on a fait ce qu'il fallait pour nous tirer de là. Si je restais calme, c'est probablement parce qu'au fond, rien ne pouvait nous arriver. Rien de pire que la mort, car il était toujours question de mourir, jamais de vivre. Et peut-on même appeler ça un drame? Le drame implique un choix, la possibilité d'agir sur les faits. Or, tout y était joué d'avance. Aujourd'hui, à l'hôpital, il en va de la vie, et chaque fois, je dois prendre une décision. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins calme. Toutes les fois que je veux vivre, je crie. Quand la vie me quitte, je me colle à elle. Je lui dis « Vie, ne t'en va pas encore ». Sa main chaude dans la mienne, mes lèvres à son oreille, je chuchote « Vie ». Comme si la vie était quelqu'un qu'on aime et qui veut partir. Je me pends à son cou, je crie « Je mourrai si tu pars ». Bruno Schulz, lettre à Stanisław Ignacy Witkiewicz. Les débuts de mes dessins se perdent dans un brouillard mythologique. Je ne savais pas encore parler que je couvrais déjà tous les papiers et les marges des journaux de gribouillis qui éveillaient l'attention de mon entourage. C'était tout d'abord uniquement des voitures et des chevaux. Le fait de se transformer en voiture m'apparaissait comme plein de signification et de symbolisme. Vers la 6e, 7e année de ma vie, dans mes dessins revenait tout le temps l'image d'un fiacre, la capote relevée, les lanternes allumées sortant d'une forêt nocturne. Cette image fait partie de l'arsenal de mon imagination. Elle est le nœud vers lequel bien d'autres images convergent. Aujourd'hui encore, je n'ai pas épuisé son contenu métaphysique. La vue d'un cheval de fiacre me bouleverse toujours. Celui-ci n'a rien perdu de sa force de fascination. Son anatomie schizoïde, cornes, nœuds et saillies à toutes les extrémités, a été comme freinée dans son développement au moment où elle aurait voulu croître encore et pousser des ramifications. La voiture, elle aussi, est un produit schizoïde, résultant du même principe anatomique. Elle est fantastique, avec ses membres multiples, faits de tôles recourbées comme des nageoires de cuir et d'énormes roues crécelles. Je ne sais pas comment se forment en nous, dans notre enfance, certaines images d'une signification décisive. Elles jouent le rôle des films plongés dans une solution, le long desquels se cristallise le sens du monde. À ces images-là appartient aussi pour moi celle d'un père portant dans ses bras, à travers les espaces de la nuit, son enfant qui parle avec l'obscurité.
Le père le serre contre lui, l'enferme dans ses bras, essaie de le séparer de l'élément ambiant qui parle, mais pour l'enfant, ses bras sont transparents, la nuit l'atteint à travers eux, et par-dessus les caresses de son père, l'enfant entend le discours terrifiant. Tourmenté, résigné, il répond aux questions, entièrement abandonné à l'élément auquel il ne peut échapper. Il y a des sujets qui nous sont prédestinés, qui nous attendent au seuil de la vie. Telle fut, à l'âge de 8 ans, ma perception de la ballade de Goethe, avec toute sa métaphysique. J'en avais saisi, pressenti le sens, filtré par la langue allemande, que je ne comprenais qu'à moitié, et bouleversé jusqu'au fond de l'âme, je pleurais lorsque ma mère me la lisait. De telles images constituent la richesse de l'esprit et son programme, donné de bonheur sous forme des prémonitions, des sensations à demi conscientes. Je crois que toute notre vie ultérieure se passe à interpréter ces aperçus, à les filtrer à l'aide de tous les contenus qui nous arrivent plus tard, en utilisant toute l'étendue de l'intelligence à laquelle nous pouvons atteindre. Ces images précoces délimitent les frontières de la création des artistes qui, elles, découlent des principes déjà tout près. Les artistes ne découvrent rien de nouveau. Ils apprennent seulement à comprendre de mieux en mieux le secret qui leur a été confié au début. Et leur création est une exégèse continuelle, un commentaire de cet unique verset imposé. Je suis une jeune fille riche tout ordinaire et qui s'ennuie et qui souffre d'être juive. C'est mon orgueil qui m'empêche de choisir l'un de ces idiots d'étrangers. Le tout consiste simplement à transférer des masses d'argent d'un secteur à un autre. Je ne veux rien en savoir. Personne de même, en dehors de mon père et de Cuba. Et aucun des deux ne répond à mes exigences. D'ailleurs, l'homme qui y répondrait est impossible à s'imaginer. À moins que ce petit Adjo, un mépris mêlé d'une certaine sensualité et même de tendresse, passât dans son sourire. Et pourtant, il saurait, s'il voulait. Pendant une seconde, une soif réfrénée lui serra la gorge jusqu'aux larmes. Je voudrais être une princesse de sang. Bien non, rien qu'une pauvre petite comtesse. Je donnerais pour ça tout mon argent, et je vivrais d'une petite pension modeste dans un couvent pour jeunes filles bien nées. Le regret atroce que ce ne fut pas ainsi, et que cela ne le serait jamais dura un instant. C'était une lourde boule chauffée à blanc dans la partie haute de son ventre. Je suis une petite nullité malheureuse, mourant d'ennui et juive. Je suis dans l'attente de n'importe quelle occasion extérieure qui me permettrait de me tuer par pure misère spirituelle. Ah, pouvoir se refaire à neuf depuis l'enfance. Elle se rappela sa tragédie familiale. Une mère d'une beauté magnifique, issue d'une vieille famille assidienne. Là lui ressemblait avec un petit mélange de densité satanique venu du caractère paternel, une nymphomane sauvage, inconsciente de sa maladie, et puis l'amour monstrueux du vieux Berthe, qui confinait à la démence. La mort de sa mère et le désespoir de son père, et puis sa recherche d'une femme exactement semblable. Maintenant, il l'avait. Comme tout ça était répugnant. Et cet Athanase analytique et onanistique qui pourrait bien être tel qu'il est, s'il pouvait montrer un peu plus de force d'âme. Pourquoi ne l'avait-il pas prise tout simplement comme un mâle prend une femelle? Pourquoi ne lui avait-il pas ordonné d'être heureuse? Pourquoi ne l'aimait-il pas? Ah, cette éternelle mascarade de corps et d'âme échangée par un mauvais esprit, méchant, jaloux et vieillissant. Je suis une indigente des sentiments, une mendiante d'amour. Je dois croire en autre chose que ma foi juive. Je dois expier tout ce qui a été. Voilà précisément ce que je cherche. Expier et épouser ce pauvre trop poudré. Lui seul me sera entièrement soumis, puisque je ne peux trouver le dominateur absolu. Oui, expier, acquérir des mérites, et puis la bonté. Être bonne, sans avoir aucune disposition pour cela, voilà un tour de force digne de mon orgueil. Se sacrifier pour un but élevé quelconque? Bon Dieu, où le trouver? Devenir communiste,
souffla de nouveau une voix, mais une autre. Oui, mais si l'on ne se fait pas communiste, on ne peut trouver cela que là où règne l'invincible abbé Chicken-Node. Et c'est parfois de telles idioties que tout dépend. S'il s'était livré à moi cette fois-ci, je serais sûrement restée juive jusqu'à la mort. Elle sonna la femme de chambre. Quelque chose doit changer. Sans cela, cette envie de mourir si terrifiante va venir de nouveau et je ne pourrai plus y tenir. Je vais vivre. Je veux voir ce qui se passera après, comme dans le prochain épisode d'un feuilleton. Je ressens un tel abandon, mentalement torturé, mes notes en main, les convenances. Je vois bien où est la grandeur, mais je n'ai que mépris, mépris. Je crache sur tout ça d'un cœur sincère. Comment arracher ces colliers, les dégoûts qui s'accumulent? Tout ce que j'entends m'exaspère. L'amitié est une farce, la pitié un mensonge. Et il n'est question que de cela. L'amour est une farce. J'entends le chuchotis de l'amour. La sincérité est un mensonge. Et tous ces invités, et cette musique bien polonaise et bien nôtre, et sur le mur, ces sabres au repos, ces petits tableaux, scènes de chez nous. Tout ça m'énerve, et me fatigue, et me fait mal. Est-ce que nous avons seulement des droits? Est-ce que nous avons le droit de vivre? Nous autres papillons, esclaves, grillons, nous allons enfler, grossir, sous l'effet du poison qui prétend nous guérir. Et voilà notre destin morbide. Pourrir comme un cadavre, et voir que l'on pourrit. Poésie, tu as une sieste paisible, tu veux m'endormir, m'anesthésier, me captiver, pour que je renonce aux paroles enflammées. Non, pas ce jeu de cache-cache, tu es de fou toi-même. C'est un masque, ce calme apparent, c'est un mensonge. Ah, cette musique bourdonne, comme ronflent les abeilles dans la ruche. Elle nous semble frêlon. Elle me prend à la gorge, cette grande joie nationale. Attention, ma tête éclate, bruit, vacarme, tourbillon, douleur, douleur détestable. Zuzanna Ginczanka, Non omnis moriar, le poème écrit en 1944, l'année de la mort de Ginczanka à l'âge de 27 ans, assassiné par les nazis. Non omnis moriar, mes fières propriétés, mes nappes comme des prés, armoires, citadelles imprénables, mes draps amples, ma literie précieuse. Il restera de moi aussi mes robes claires. Je n'ai laissé ici aucun héritier. Que ta main déniche donc toutes les choses juives. Madame Chomin, de Lvov, brave femme d'un mouchard, prompte dénonciatrice, mère d'un Volksdeutsch. Qu'elle te serve à toi, au tien, car aux autres, à quoi bon? Mes proches, ce mot n'est pas une lutte, pas un nom vide. Je me souviens de vous. Et vous, quand les choupeaux venaient, vous vous souveniez de moi aussi. Vous vous êtes souvenu de moi. Que mes amis se mettent à table autour d'une coupe, qu'ils boivent à mes obsèques et à leur richesse, qu'ils lient mes tapisseries, plats et chandeliers, qu'ils boivent toute la nuit, et au lever du jour, qu'ils se mettent à chercher or et pierres précieuses, dans les canapés, matelas, couvertures et tapis. Oh, ils travailleront si vite que leurs mains s'enflammeront, de pelotes de crème de cheval, du varech, des nuages de plumes des oreillers crevés, s'attacheront à leurs mains, les changeront en ailes. C'est mon sang qui collera l'étoupe au duvet frais et transformera en anges ces personnages zélés. Nous mangeons en faisant des mines aimables. Elles sont filtrées entre les bouchées de salade rustique au fromage
des mots pâquerettes, des phrases bouquets champêtres. Je suis là avec lui, mais je pense sans cesse à son image arabe dessinée à l'encre et en couleur sur ce ventre, 40 ans auparavant. Mais lui, il boulotte et ses grosses mains s'agitent au-dessus de la table, cognant parfois d'une large bague le bord d'une assiette. Mais il est tranquille, semble-t-il. Je nous verse du vin, pour nous retremper dans la magie de la jeunesse, lui et moi, car peut-être qu'alors nos tatouages quoi, je n'en sais rien moi-même. Il me fixe du regard et il sent que mon hostilité, ma hargne ont diminué et diminue encore. Pourtant, je n'en ai pas fini avec son tatouage. Je vais l'attaquer sur le flanc. Dans le camp de concentration, dis-je en léchant ma petite cuillère de mousse au citron. J'ai vu des types tatoués. Pas de politique, bien sûr. On aurait presque pu évaluer le passé criminel de petits voyous en mesurant la superficie des dessins. Tenez, l'un d'entre eux avait un chat roux tatoué sur le dos. Et ce chat poursuivait une petite souris gris, perle, qui était déjà à moitié dissimulée. Vous voyez où? Ha ha ha, s'éclave Thomas, si fort que les gens des autres tables se retournent. Sûr que je vois bien où. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait de vous, la mère, l'école, le curé? Au lieu de dire tout simplement que la souris s'enfuyait par le trou du cul, vous enveloppez ça dans du papier de soie. En ce qui concerne ces tatouages, on voit bien que vous n'avez pas réfléchi à fond. Nous prîmes le café chez moi. Lorsque je vous ai montré ce dessin sur mon ventre, là-bas, au soleil, vous avez jeté un de ces regards, comme si c'était une quelconque saloperie de malfrat. Mais, monsieur, c'était de l'amour. Je m'enfuis en silence dans ma chambre et me couchai sur le canapé. Il me fallait préparer mon plan d'action. Je tremblais, j'étais en nage, car je savais que mon pèlerinage devait maintenant me mener au fond même des enfers. Car rien de ce qui a de bon goût n'est peut être en réalité atroce. Les mots goût lui-même l'indiquent déjà. Il n'y a que les dégoûts, ce qui ne nous goûte pas est authentiquement vomissable. Qui sont jolis, qui sont romantiques ou classiques, ces assassinats, ces viols, ces vidages d'yeux, dont la prose et la poésie abondent. L'ail au chocolat, voilà, lui qui est terrible mais pas les magnifiques, les séduisants crimes de Shakespeare. Non, ne me parlez pas de vos souffrances rimées, mimées, qui ne font jamais le bon goût et qui nous avalons aisément comme des huîtres. Ne me parlez pas des bonbons de l'infamie, du pudding d'atrocité, des petits fours de la misère, des confitures de la douleur et des friandises du désespoir. Et pourquoi une romancière qui trempe son doigt héroïque dans les plaies sociales les plus sanglantes et qui ne craint pas de décrire l'agonie de 6 ou 10 membres d'une famille ouvrière terrassée par la famine, pourquoi, je les demande, n'osera-t-elle jamais, avec ses mêmes doigts, se curer les nez en public? Parce qu'il serait beaucoup plus terrible. Et la 17 août, pendant la guerre, la mort d'1 million d'hommes, c'est une chose qui peut s'avaler et on peut même y trouver du goût, mais il existe toujours dans le monde des combinaisons immangeables, vomissables, mauvaises, inharmoniques, répugnantes et repoussantes. Ah, diaboliques, que la sensibilité humaine ne supporte pas. Voilà, notre premier devoir est de plaire aux autres. Nous devons plaire, plaire qu'aimer le pouce et les enfants, que le cœur se déchire avec goût, Or, ce que je devais entreprendre au nom de la maturité et pour échapper au sortilège de la Listéen, c'est une action anti-gastronomique, hostile à l'estomac, une action contre laquelle le palais se révolte. Janvier, 7 h du matin. Je viens de réveiller ma fille pour la mener à l'école. Elle s'affaire quelque part, entre la cuisine et la salle de bain, tandis que je bois mon café dans ma chambre en regardant par la fenêtre. La lumière grise ce matin d'hiver fait revivre en moi toutes les aubes de mon enfance. Beaucoup d'années ont passé. Je suis adulte, mes parents sont vieux. Des dizaines d'années et des centaines de kilomètres me séparent de la maison où j'ai grandi. Mais cette lumière de l'aube n'a absolument pas changé. Je la regarde et je peux recréer le goût des matins de mes 10 ans. Ma fille répète mes gestes, elle répète mes sentiments. Quand on la réveille, elle s'étire de mauvaise grâce, elle se roule en boule sous son édredon,
et tâche de feindre que ce réveil n'est qu'une hallucination et qu'elle pourra bientôt se pelotonner à nouveau dans la chaleur du sommeil. Le jour qui se lève est froid, désagréable, et donc il vaut mieux s'imaginer les premières minutes de veille comme la suite d'une douce nuit sereine. Il faut descendre dans la salle de bain ou la cuisine, avec les yeux mi-clos, pour conserver en soi le plus longtemps possible le silence du sommeil. Elle prend son petit déjeuner sans un mot. Elle se brosse les dents. Et moi, pendant ce temps, je démarre la voiture et j'attends qu'elle se réchauffe. Je guette la porte de la maison pour ne pas rater le moment où elle sort, se recroqueville un peu sous la gifle du vent froid et finit par aller à la rencontre du jour qui vient. Cette continuité fragile et délicate des gestes et des sentiments nous donne peut-être un sens humain. Elle donne du sens au fait de construire et de composer de nouvelles maisons. Le reste semble n'être que la nécessité aveugle de la survie de l'espèce ou l'expression de la vanité. Outre les lieux et les événements, outre la lumière, il y a aussi des objets dont le souvenir paraît indestructible. Par exemple, le gobelet jaune de plastique translucide. Je l'ai gardé dans ma mémoire comme ma première propriété. J'avais 4 ans et il est apparu dans ma vie comme quelque chose de très important. Dès que je pense lait ou thé au citron sucré, apparaît l'image qui suit. La miniature dorée d'une chope adulte. Perdue dans la pénombre, plongée dans la semi-obscurité, toute cette époque évoque une photo floue en noir et blanc. Même les visages sont troubles et indistincts. Le mobilier de l'appartement, les appartements de la rue et de la cour, la vue par la fenêtre. Rien de tout cela n'a de couleur ni de contour net. Par un très étrange contraste, seul cet ustensile ou jouet d'enfant possède une couleur et des contours définis. Il brille comme un soleil fabuleux et éclaire de sa lumière tout le reste du monde et de l'époque. Il tire de l'obscurité les accoudoirs en bois du fauteuil, la cuisinière à charbon et le jeune visage de mon père qui rentre tard de l'usine. Je suis incapable d'expliquer le phénomène de la mémoire. Il doit être inexplicable et c'est sans doute pourquoi sa netteté rivalise avec sa beauté. En un mot, mon gobelet brille dans un passé comme une étoile qui me montre la voie. Il n'est pas exclu que le souvenir de nos origines prenne la forme du message le plus élémentaire pour que nous ne puissions jamais l'oublier. Ce petit genou, c'était moi. Moi qui, à l'époque, ne faisais pas la différence entre la bohème et la clope, un artiste et un alcoolo, la vie d'écrivain et le bordel total, langueur monotone, tout le tralala. Ça s'est passé en 1988. La cafetière octet tant qu'elle pouvait me berçait. Dans mes oreilles bourdonnaient des rengaines mélancoliques. Dehors, l'automne s'éternisait, l'air sentait les feuilles brûlées. Les premières gelées ne sont pas la période de prédilection des jeunes mecs en qui bouillonne l'envie de vivre. Au bout de quelques verres de cognac, je me suis senti mal et suis allé repeindre l'urinoir. Alcool et café trop sucrés ne font pas bon ménage. Un type est rentré à ma suite, a lancé d'une voix efféminée en feignant la colère. « Bon Dieu, la gamine va dégobiller !» J'avais 15 ans. Dans ces eaux-là, le moustachu avec son sac, la trentaine. Qu'est-ce qui m'a pris de décider de faire l'école buissonnière en cette journée maussade et de me payer des clopes et du cognac avec l'argent maternel? Le type m'a proposé de nous rendre, s'il me restait des forces, aux toilettes de la gare. Là-bas, en échange de 100 000 zlotys, la Madame Pipi nous laisserait utiliser une cabine à 13. Elle louait à cet effet un box signalé par la pancarte « hors service ». À la gare régnait un froid de loup. Je grelottais, je tenais à peine sur mes jambes. Mes doigts puaient la cigarette, le vomi séché, la sueur, le parfum.
Une fois à l'abri, au chaud, mes tremblements n'ont pas cessé. À la fin est venu s'ajouter le goût de son sexe dans ma bouche, une substance salée, gluante, sans oublier le relent infâme du tabac, car je n'avais pas l'habitude de fumer. Ce jour-là, j'ai été malade à plusieurs reprises. Mon pull dégageait une odeur infecte. À mon cou, des suçons écarlates comme des sarcomes me trahissaient aux yeux du monde entier, qu'il m'a fallu ensuite dissimuler sous un col roulé, un foulard. Les lèvres mordues, en feu, souillées. Le type m'a demandé si je voulais bien lui donner ma montre. Il la trouvait très chouette. Nerveux et tendu à l'extrême, j'ai accepté sans me dire, et me suis souvenu trop tard, que mes parents s'intéressaient encore de près au destin de mes effets personnels. Or, c'était le vide partout, même dans la rue, le vide. Un petit vent léger et mouillé m'effleura. Je ne savais où aller ni que faire. J'entrais dans un bar, commandais un thé, mais le thé était vide. C'est vraiment la fin de la vieille patrie, me dis-je. Mais c'était là une pensée vide, vide, et je me retrouvais dans la rue, marchant sans savoir où j'allais. Alors je m'arrêtais. Tout était sec et vide, comme de la sueur, comme du poivre, comme une barrique vide. Debout, immobile, je me dis, où aller? Que faire? Je n'ai ni amis ni proches. J'étais là seul, debout, à l'angle de la rue. Alors l'envie me prit, soudain, en cette heure nocturne, d'aller vers le Fils, de trouver, de contempler le Fils. Idée plutôt incongrue, en plein milieu de la nuit, mais toujours debout, là, à l'angle de la rue, ne sachant où me réfugier. Les cafés étaient déjà fermés. Plus le temps passait, plus je sentais ce désir me lanciner. Mon père était mort depuis bien longtemps, ma mère lointaine. À moi, le solitaire, sans enfant, privé d'amis et de proches, qu'il me soit au moins permis de jeter un coup d'œil sur l'enfant d'un autre, de voir le fils, même s'il n'est pas mien. Une envie, je le répète, tout à fait extravagante. Je me mis néanmoins en route. Alors que je marchais aussi au hasard, ma propre marche me guidait vers le Fils. Oui, voilà, sans savoir pourquoi ni comment je m'encheminais vers le Fils. Et ma démarche se faisait plus lente, timide. Le Fils, vers le Fils, vers le Fils. En dépit de l'heure tardive, je pensais pouvoir réaliser mon projet, car Thomas et le Fils occupaient 2 petites chambres distinctes dans une pension. Et comme c'est l'usage dans les pays méridionaux, on laissait toutes les portes ouvertes. Je franchis en effet sans mal le seuil de la pension. Je repérais la chambre et que vis-je alors? Allongé nu sur son lit, il dormait profondément. Ah, cette poitrine, ses épaules, ah, cette tête, ses jambes, quel polisson, quel fripon, quel sacré coquin ce Gonzalo. Il dormait et il respirait. Sa respiration me donnait une sorte d'apaisement. Puis soudain, la colère me prit. Pourquoi diable étais-je venu le trouver ici, en pleine nuit, dans quel but? Et je me disais, à part moi, oui, c'est qu'il faut les avoir à l'œil, les jeunes, les mener à la baguette. Ainsi, toi, qu'est-ce que tu as à rester couché comme ça, espèce de feignant? Allons, travaille, à l'ouvrage. Ce ne sera pas tout rose. Les enfants, je vais les faire trimer moi. Pas de relâchement. Discipline au travail, discipline à la prière, à coups de tricks s'il le faut. C'est comme ça qu'on fait des hommes. Oui, pendant ce temps, couché, il respirait. Et moi, j'aurais pris parfaitement à la matraque. Ainsi, ils apprendront ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ainsi, ils connaîtront où est le droit chemin. A-t-on jamais vu un feignant pareil, couché comme ça, bien tranquille? Aux matinées lumineuses, Adèle, telle Pomone, revenait du feu du jour embrasé et vidait sa corbeille de toutes les beautés colorées du soleil. C'étaient d'abord les cerises brillantes, gonflées d'eau sous leur peau fine et transparente, les mystérieuses griottes noires dont la saveur ne réalisait pas toutes les promesses de l'odeur, les abricots dans la pulpe dorée desquels sommeillaient des longs après-midi surchauffés.
Après la poésie pure des fruits, s'en venaient les énormes quartiers de viande, puissants et nutritifs, avec le clavier musical des côtes de veau, des légumes comme des plantes aquatiques, des méduses mortes ou des mollusques, tout ce matériau du repas au goût non encore déterminé et inerte, les ingrédients végétaux et telluriques du futur déjeuner, d'où émanait une odeur sauvage et champêtre. Le sombre appartement au premier étage de cet immeuble donnant sur la place du marché était chaque jour traversé de fond en comble par le grand été. Le silence tremblait des faisceaux d'air, les rectangles de lumière rêvant leurs songes fébriles sur le parquet ciré, une mélodie d'or de barbarie arrachée à la plus profonde veine dorée du jour, 2 ou 3 mesures d'un refrain joué quelque part au piano, revenant sans cesse, s'évanouissant dans le soleil, sur les trottoirs blancs, se perdant dans le feu profond du jour. Le ménage fait, Adèle tirait aussitôt les stores de lin, plongeant l'appartement dans la pénombre. Les couleurs alors descendaient d'une octave, les pièces s'emplissaient d'obscurité, comme plongées soudain dans la lumière des profondeurs marines, réfléchies un peu moins distinctement dans les verts miroirs de l'eau, et toute la chaleur torride du jour respirait sur les stores qui s'enflaient légèrement sous les rêveries de midi. Un chat dans un appartement vide. Mourir. On ne fait pas ça, un chat. Car que voulez-vous qu'il fasse maintenant, le chat? Dans un appartement vide. Grimper au mur? Se frotter aux meubles? Rien n'a, semble-t-il, changé. Et pourtant rien n'est pareil. Rien n'a été déplacé, et pourtant rien n'est à sa place. Et même le soir, la lampe ne s'allume plus. On n'entendait pas dans l'escalier, mais ce ne sont pas les mêmes. Et la main qui met du poisson dans l'assiette n'est pas la même qu'avant. Quelque chose ne commence plus à l'heure où les choses commençaient. Quelque chose ne s'accomplit plus comme les choses devraient. Quelqu'un était là, il y fut longtemps, puis soudain il disparut, et s'ostina à ne plus être. On a fouillé toutes les armoires, parcouru tous les rayons, on s'est même fausillé sous le tapis au cas où. On a même violé l'interdit et fichu la pagaille dans les papiers. Que reste-t-il à faire désormais? Dormir et attendre. Mais qu'il revienne seulement, qu'il se montre tout à coup, on lui fera savoir que cela ne se passe pas comme ça avec un chat. On avancera vers lui, comme si on ne voulait pas, lentement, sur des pattes fières et boudeuses, et pas question de petits sauts, de petits miaou au début. De son sac à dos, elle tira au hasard un livre, l'un de ces bouquins qu'elle tremballait avec elle de par le monde. L'histoire bien ordinaire se passait dans une ville du Nord, une ville sans cesse explosée aux pluies et aux vents du large. Les rues là-bas débouchaient directement sur les canaux qui reliaient la ville à la mer. Les quais craquaient sous les poids des grues laissées à l'abandon. Le pavé verglacé faisait résonner le bruit des pas. Il commença la lecture à partir du milieu du livre, cherchant désespérément à fixer son attention sur quelque chose pour détourner ses pensées de cette nuit agitée. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Elle avait déjà lu ce bouquin. Et s'est rendu compte que ce n'était pas tant l'intrigue qui l'intéressait que son cadre. Cette foule d'objets familiers qui entraient dans ce récit. Des petites cuillères en argent, des robinets en laiton, des tasses en porcelaine. Et ces images évocatrices parvinrent enfin à en dissiper son ancienneté. L'hiver reflua dans ses pensées avec la sérénité de ces crépuscules et de ces matins détrempés. Les souvenirs de bottines martelant les pavés de la lointaine ville du Nord et d'un manteau de laine rêche au toucher émergèrent un instant en elle. Elle s'endormit enfin, étendue parmi ces choses familières, édifiant dans ce bungalow plein de trous un anti-monde. Un monde alternatif, l'envers de celui qui existait quelque part sous ses pieds, très loin, un peu à gauche. Ce monde ne s'étendait dans aucune direction, ni à gauche, ni à droite,
ni à l'est ni à l'ouest, mais en profondeur, sous la terre. Et de ce fait, il semblait sombre comme le royaume d'Hadès, comme des catacombes froides et humides, emplies de pensées moites et d'évocations lancinantes. Une grande ville sans relief, dont les rues et les toits miroitaient sous la fine couche de givre. Odeur de pierre, de briques et de gaz d'échappement qu'elle qualifierait d'artificielle, de synthétique. Cette odeur est présente surtout en soirée, à croire que dans la journée, elle se mettait à l'abri de la lumière au fond des caves. Les dernières feuilles tombent des arbres, et sous les pas distraits des passants, cette splendeur d'or et de feu se transforme peu à peu en bouillasse brunâtre, en dépit du grand soleil de cette dernière belle journée d'automne. Elle ressent une vague sensation de gêne. Est-ce parce qu'elle a froid aux pieds dans ses chaussures trop légères pour la saison, ou à cause d'un rhume persistant ou d'une dent qui lui fait mal? Un taxi roulant du côté ensoleillé de la rue s'arrête à sa hauteur. Elle monte dedans et le taxi redémarre, telle une conque marine glissant majestueusement sur le fond océanique. Elle voit aux arrêts de bus les gens scier des yeux, éblouis par la lumière crue du soleil qui, réverbérée par les vitrines des magasins et les vitres des voitures, explose en une myriade de déflagrations silencieuses et aveuglantes. Elle perçoit la circulation cadencée de la vie, ces flots humains qui se déversent sous le ciel haut, gonflé de la promesse d'un temps immense, sans limite, pour chacun. Tenez, par exemple, je voudrais bien sortir pour faire mes besoins, mais en ce moment, des nuées entières de chauves-souris et oreillards sont en train de voler, comme les feuilles en octobre, et de battre de leurs ailes contre les vitres. J'ai peur que l'une d'elles ne s'incruste dans mes cheveux et n'y reste pour les siècles des siècles. Je suis donc assis, ne pouvant sortir, bien que ça urge, et je vous écris, camarades, ce rapport. En ce qui concerne d'abord l'achat de blé, depuis que le diable s'est présenté au moulin et a fait une révérence avec sa casquette, les dividendes ont chuté. Et c'est une casquette de couleur qu'il avait, bleue, blanche et rouge, avec l'inscription « Tour de la paix » en français. Les paysans évitent le moulin, alors le directeur du moulin et sa femme se sont mis à boire à cause du souci, et tout indiquait que ça aurait pu en rester là, quand un jour le meunier a arrosé la meunière avec de la vodka et y a mis le feu. Et lui-même a poussé une pointe jusqu'à l'université populaire pour s'inscrire en marxisme, parce que, comme il dit, il en a assez de tous ces éléments irrationnels et qu'il veut leur opposer quelque chose. La meunière, par contre, a brûlé dans les flammes et nous avons maintenant une striche de plus. Parce qu'il faut que vous sachiez que chez nous, la nuit, il y a quelque chose qui hurle, mais qui hurle, qu'on en a le cœur qui se contracte. Les uns disent que c'est l'esprit du pauvre paysan Carras qui se la montre contre les koulaks, d'autres que c'est Kchevdon le Richard qui, après sa mort, se plaint ainsi des livraisons obligatoires à l'État. Enfin bref, une lutte des classes, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ma chaumière solitaire, qui se tient près de la forêt, et la nuit qui est noire, la forêt, et mes pensées qui sont comme des corbeaux. Je glissais dans ma poche ma carte d'identité, absolument indispensable. Nom, prénom, date de naissance, taille, yeux, prénom de la mère, du père. Tout cela n'avait plus aucune importance. Seul comptait mon code, quelques lettres et une rangée de chiffres. C'est sous cette fiche signalétique que me reconnaissaient mes protecteurs. La police, l'office de la ville et le service de la santé. Obligé de faire confiance aux ordinateurs comme seul garant de ma loyauté, ils surveillaient tous mes va-et-vient afin de décourager d'avance toute tentative de ma part de me soustraire à leur bienveillante tutelle. Il était temps de sortir, de quitter ces quatre murs. Mais attention, sortir ne signifiait pas encore prendre une décision. N'avais-je pas toute la journée devant moi? 12 heures, c'est long. Au moins de temps que cela, on a vu naître des fortunes et sombrer des dynasties. Que dis-je, des empires entiers. En bas de l'escalier, je jetai un coup d'œil au contenu de ma boîte aux lettres et j'ouvris à tout hasard. Elle grinça et fit tomber un peu de poussière de rouille. Il n'y avait là-dedans que quelques lambeaux de toile d'araignée.
Dieu merci, bonne lettre, la poste ne nous envoyait plus depuis des années. Dans la rue, un vacarme de kermesse heurta mes oreilles. Des gigantophones mugissaient, quelques orchestres géniaient çà et là, tandis qu'au loin, sinistre et entêté, tambourinait un tambour militaire. Au pied du palais de la culture, de ce palais dont l'aspect de tertre funéraire hanté par de mauvais esprits m'avait tant fasciné autrefois, se dressait à présent une estrade où une multitude de couples pleins d'entrain virevoltaient le miroitement de corsages brodés de séquins, de plumes de pan et de dentelles folkloriques. Le meneur de la danse battait le rythme de pied et chantonnait avec un très mauvais accent « Klakaviak vodkakria ». Fidèle à un vieux réflexe, je pris mon tour dans la file d'attente qui s'était formée devant un kiosque à journaux. J'achetai un paquet de cigarettes parce qu'il n'y avait plus de quotidien. Encore un mauvais signe. Réussir à se procurer un journal le matin avait toujours été notre premier succès de la journée. Avec son canard sous le bras, on pouvait être sûr de ne pas passer inaperçu. Un jour, ça m'a même valu de me faire la conquête d'une charmante jeune fille qui semblait dévorer des yeux ma Tribuna Ludu. Personne ne la lisait d'ailleurs. Cette presse dont l'acquisition relevait d'un tour de force. Mais il fallait la voir. Cela faisait partie de nos œuvres. Le salut est dans la chaleur d'une fourrure. Le salut est dans la chair douce. Le salut est dans le sang qui coule. Louons la débauche. Prononçons avec piété les noms de Thaïs Phryné et de Judith, la courtisane juive. L'avenir du monde est dans nos bras. Oui, il est dans nos bras brûlants, dans le désir de nos cuisses impudiques, dans nos seins fertiles. Répétons avec piété les noms de Thaïs Phryné et de Judith, la courtisane juive. Dans l'espace, la terre tourne en rond. Elle tend le brin d'herbe vers le soleil. Les hommes creusent dans les souterrains avec des museaux aveugles de taupes. Mais nous, la connaissance est dans nos bras. Le salut est dans la chair douce de Thaïs Phryné et de Judith, la courtisane juive. Tadeusz Różewicz Recycling, 1996-1997. L'âge premier fut d'or. Les siècles se succédèrent, vint le 20e. Il se termine. Le monde chrétien touche à sa fin. D'étranges signes apparaissent dans le ciel et sur terre. D'étranges signes sont apparus sur le lingot d'or dans le trésor de la Riksbank, Banque centrale de Suède. L'or commença à pleurer, en larmes de sang. Soucieuse de cacher ce fait, la Riksbank demanda à la Banque centrale suisse d'enlever sur le lingot les estampilles allemandes et de les remplacer par des estampilles suédoises. Un silence d'or s'instaura dans les capitales d'Europe et de deux Amériques. Puis il se mit à fondre. Parlèrent à haute voix les briques d'or, les lingots d'or, les plaquettes d'or, les monnaies d'or. L'or blanchi en Europe et en Amérique se couvre de taches. Les coffres forts sont étanches comme les chambres à gaz, mais on entend des grincements de dents, des cris étouffés. Des coffres forts parvient une odeur nauséabonde de charogne. Chuinte un puits empoisonné, du sang. L'or blanchi en Suisse se décompose et pourrit dans la Suède aseptique. Il contient des dents d'or, des appareils dentaires, des bagues d'or, aux yeux des brillants, des montures, des lunettes, des cheveux, des plumes en or, des respirations. Au débat sur l'argent des victimes du Holocauste,
va se joindre Israël. Et ce n'est pas la première fois que les organisations juives s'en prennent aux banques suisses. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu d'Holocauste. De plus en plus souvent, on lit ça dans les journaux allemands, post-nazis, dans les journaux américains, dans nos journaux nationaux, où on reproduit des articles étrangers, où on peut lire qu'il n'y a pas eu d'Holocauste. De plus en plus souvent, on peut lire sur les murs de nos villes des inscriptions en polonais, les Juifs au gaz, ou en allemand, Judenraus. Ce sont des jeunes gens dissipés, des garçons mal élevés, des enfants. Ils dessinent une étoile de David pendue à l'échafaud. Kazimierz Wojtyła écrivait pendant l'occupation nazie. La forme choisie par les Allemands pour liquider les Juifs est affaire de leur conscience. Mais la réaction à cette forme est affaire de la nôtre. Une dent d'or arrachée à un cadavre ne cessera jamais de saigner, même si personne ne se souvient de sa provenance. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'Holocauste, mais peut-être qu'il n'y a pas eu d'Holocauste. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'Holocauste. PS, post-scriptum. Qu'il est long ce poème. Il n'en finit pas. Il ne veut pas finir. Êtes-vous sûr, maître, qu'il ne vous ennuie pas? Ne pourrait-on pas le faire tenir dans un haïku japonais? Non, on ne pourrait pas.